Donc d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présence ici, votre présence nombreuse et qui fait à la fois chaud au cœur. C'était pas un pari gagné, mais voilà, on a senti à partir de la semaine dernière qu'il y avait quelque chose qui prenait. Et donc, on est très content de vous accueillir et de passer ce moment avec vous. Je voudrais aussi d'abord remercier ceux qui ont permis à ce que ce rassemblement et ce débat aient lieu. D'abord, le CA de Rancas-Reméliès et ses adhérents qui ont beaucoup travaillé pour coller, distribuer et organiser la journée. Le collectif indépendant des spectateurs du Méliès qui s'est aussi très investi et avec qui nous avons très bien travaillé. Bien sûr, le personnel de la salle du cinéma Méliès à qui je vais laisser la parole tout à l'heure. Et tous ceux qui nous ont aidés ou en imprimant les tracts, ou en faisant circuler les mails, ou en faisant circuler les petits mots sur Facebook. Donc merci à tous pour la réussite de cette journée. Et bien sûr, merci aux professionnels du cinéma qui sont avec nous, et tout particulièrement à Jean-Pierre Thorne, que je remercie vraiment chaleureusement, parce que je pense que sans lui, on n'y serait pas arrivé. Et merci. Merci de ton coup de main, merci de tes fichiers. Et voilà. Donc, on voulait que cette journée se passe en deux temps. D'abord, une déambulation qui a été très festive, c'est ce qu'on souhaitait, et puis un débat qui va aller jusqu'à 18h, 18h30, on verra. Autour de plusieurs thèmes. D'abord, la vie au Méliès aujourd'hui, et je laisserai la parole à Bénédicte qui va nous dire un petit peu les conditions de vie et de travail du personnel qui n'a pas été licencié mais qui souffre. Un petit mot aussi sur le fonctionnement du cinéma, les films voilà, tout ce qui se passe actuellement au cinéma. Et puis un deuxième temps sur le cinéma indépendant, comment il vit aujourd'hui, comment vivent les salles. Et il y a aussi parmi nous des directeurs de salles qui pourront, qui sont confrontés à la même problématique que nous, c'est-à-dire à des fermetures de salles comme à Sevran ou des difficultés grandissantes comme à Tours. Donc les directeurs de salles prendront la parole. Et puis quelques mots aussi sur l'avenir du cinéma indépendant, et qui est très lié à l'avenir des salles et aussi à l'avenir, le projet culturel du futur Méliès qui nous est cher. Le projet culturel dont la maire ne veut pas parler actuellement. Elle refuse de réunir le conseil du cinéma parce qu'elle trouve que c'est un lieu qui ne permet pas de débat, alors que c'est quand même le lieu qui a été fondateur de ce projet de cinéma 6 salles. En 2006, nous travaillions déjà en 3D, puisqu'il y avait Dominique Cabrera, Dominique Moll et Dominique Haru qui s'étaient très très investis sur ce projet. Et si aujourd'hui on peut parler d'un cinéma municipal 6 salles, c'est parce qu'en 2006, on a su discuter, dialoguer, convaincre, et que ce projet a cheminé jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est pas parce que la maire nous met des bâtons dans les roues qu'on va pas inaugurer un futur cinéma 6 salles municipal, art et essai, avec 3 labels. Et c'est avec nous, ce qu'on souhaite, c'est que avec la population de Montreuil, on fasse le projet culturel, le projet de ce futur cinéma qui est le nôtre, parce que quand même c'est d'abord et avant tout avec nos impôts locaux qu'on finance ça. Et il me semble que quand on parle de démocratie participative, eh bien là on essaye de la mettre en place pour que eh bien, la maire entende ce que veulent les Montreuillois. Les cinéastes qui nous soutiennent et qui l'ont fait savoir, c'est donc Bertrand Tavernier, Gérard Mordillat, Robert Guédiguian, Nicolas Philibert, Jean-Louis Comolli, Chantal Richard, Dominique Moll. Michel Soulignac, qui est la directrice de périphérie à Montreuil, nous soutient également, ainsi que Bruno Tivillier, qui est le directeur du cinéma Méliès à Grenoble, qui n'a pas pu venir non plus. C'est important de voir que
notre cinéma Méliès et notre combat n'est pas un combat isolé, contrairement à ce que disent les partisans de Madame Voynet. Et alors, moi, je suis chargée de vous lire une lettre qui est la lettre du président de l'AFCAE. L'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas Arts et Essais. C'est une association qui regroupe plus de 1000 salles de cinéma. Alors, je vous la lis, in extenso. À l'occasion de cette manifestation de soutien au Méliès de Montreuil, l'Association française des cinémas d'Arts et Essais tient à rappeler toute l'importance de préserver la diversité cinématographique et l'aménagement culturel et social du territoire existant, qui représente l'une des forces de la France et constitue les fondements de l'exception culturelle, aujourd'hui ardemment défendue devant les instances communautaires par le président de la République, le gouvernement et le Parlement. Or, la diversité et l'aménagement culturel du territoire ne peuvent être préservés qu'à la condition d'assurer, aux côtés de l'offre commerciale de multiplex souvent éloignés des centres-villes, la pérennité de cinémas de proximité indépendants qui œuvrent au quotidien en faveur de la diffusion culturelle par le film et de l'éducation à l'image et par l'image. Comme d'autres cinémas indépendants Arts et Essais, le Méliès est à cet égard devenu, grâce à ces dernières années au travail de l'équipe aujourd'hui récusée par la mairie, un lieu emblématique qui garantit sur le territoire de Montreuil le pluralisme et la diversité du cinéma. Nous souhaitons donc ardemment que ce lieu puisse poursuivre la mission qui est aujourd'hui la sienne et continue à être, pour les habitants de Montreuil et des environs, un espace de la vie culturelle et sociale de ce territoire. C'est donc signé Patrick Brouillet, président de l'AFCAE. On l'applaudit. Donc je le répète, on voit par cette lettre que notre équipe du cinéma Méliès n'est pas isolée au sein des professionnels qui dirigent des cinémas, et c'est vraiment très important de le faire savoir. Donc, Bénédicte, tu vas nous dire maintenant comment ça se passe un peu au Méliès. Oui, alors donc, moi je suis Bénédicte Azé, j'étais programmatrice au Méliès, j'ai été non reconduite, du coup je suis plus en poste depuis mars, du coup j'ai la liberté de vous lire ce tract rédigé par l'équipe qui dénonce les conditions de travail qu'on subit depuis maintenant des mois, voire maintenant plus d'une année. Donc actuellement au Méliès, quoi de neuf, docteur? Le cinéma municipal a rouvert pour le bonheur de tous les cinéphiles, annonçait paisiblement l'éditorial du programme le 11 mars dernier. Au terme d'une grève historique et quasi générale de 46 jours, les agents du Méliès ont effectivement dû rallumer les projecteurs et reprendre le travail. Avec quelle satisfaction? Dans quelles conditions? Qu'en est-il réellement advenu de l'équipe réellement advenu de l'équipe démantelée du cinéma municipal? Quel est son avenir? Hier, 4 agents sont écartés du service, lourdement sanctionnés sur décision arbitraire, sur des motifs imaginaires, sans preuve, suite à une enquête administrative à charge menée par des personnes jugées parties ayant produit un chiffrage fantaisiste. 6 agents grévistes sont contraints de reprendre le travail le 8 mars, après 46 jours de grève, sans avoir obtenu la réintégration de leurs collègues ni aucune de leurs autres revendications. Aujourd'hui, mutés de force contre l'avis unanime des instances paritaires, 2 agents occupent dans d'autres services des postes qui ne correspondent ni à leurs compétences, ni à leur formation, ni à leur expérience. Un agent pointe au Pôle emploi. Le 4e est licencié sans préavis, sans indemnité, sans droit au chômage. Tous sont dépossédés du projet dans lequel ils se sont énormément investis. S'estimant diffamés par les propos tenus par la maire dans la presse nationale, les agents suspendus ont porté plainte contre elle et contre l'actuelle directrice du Méliès. Des recours contre les sanctions infligées, suspension, mutation, licenciement, ont également été déposés auprès du tribunal administratif. Les anciens grévistes ont repris le travail sur leurs postes respectifs dans un climat de défiance instauré par leur hiérarchie. Ils sont sans cesse soupçonnés de volonté de sabotage. Management pathogène de la nouvelle direction, tentative de division, reproches et provocations incessantes, remise en cause de l'intégrité professionnelle des agents. L'équipe, accompagnée par la CGT et le CHSCT, se lance dans une entreprise de colmatage de ces brèches pour que cessent ces méthodes et la grande souffrance induite. Appelée à la rescousse, une psychodynamicienne œuvre auprès des agents pour tenter de recréer des conditions de travail normales et non oxygènes d'avant le changement de direction imposé par la municipalité.
Demain, toutes et tous demandent encore et toujours la réintégration des 4 agents brutalement écartés du service, le retour à des conditions de travail respectueuses et motivantes avec l'ensemble de l'équipe qui a su faire du cinéma de Montreuil un lieu exemplaire de culture, de partage et d'intelligence. Pour que vive le Méliès et son personnel, je vous remercie donc beaucoup d'être tous là et je remercie le CIS, Franca et les cinéastes, la CSRF. Grâce à ce document qu'on connaissait de loin, mais qui a été sorti de sa bibliothèque d'origine, c'est donc un mémoire que Nathalie Ocar, la nouvelle directrice du Méliès, a rédigé dans le cadre de la formation continue de la FEMIS. Parenthèse, c'est une formation continue payante, hein, donc il n'y a pas de concours, je dis ça juste pour démentir certains propos de Dominique Vonnet. Nous, on se disait pourquoi ils l'ont choisi elle. Voilà, faut être clair. Hein. Enfin, qu'est-ce qui fait que... Alors, il faut rappeler qu'au moment où elle postule, il y a 150 exploitants français qui ont déjà fait une pétition pour dire on candidatera pas à Montreuil parce qu'il y a déjà une direction. Donc, on n'a pas envie d'y aller. Voilà. Et il y a quand même quelques personnes qui candidatent. Voilà. Dont Nathalie Ocar. Et une fois que vous vous mobilisez, une fois que les cinéastes se mobilisent, Voynet fait une toute petite marche arrière. Elle dit non, mais on s'est trompé, il y a une erreur dans les annonces, tout ça, c'est pas vraiment directrice, c'est directrice technique, administrative et financière. Tout ça pour faire le ménage dans l'équipe avec sa complicité et la nommer directrice une fois que le ménage est fait. Voilà ce qui s'est passé très concrètement. Bon, ce qui est intéressant dans ce mémoire, c'est qu'il y a une espèce d'horizon de ce que pourrait être le Méliès. Et franchement, moi, quand j'écrivais ça encore ce matin, je me disais, mais c'est affolant, en fait. Enfin, voilà. Voilà la pensée aujourd'hui qui est à la tête du Méliès. Le sous-titre qui pourrait être celui de ce mémoire, ça pourrait être « Pour en finir avec la démocratisation culturelle ». Je vais simplement faire un collage d'extraits. D'abord, assez vite, la nouvelle directrice du Méliès dit qu'elle affirme sa volonté de démocratiser non pas la culture, mais la parole. Voilà. Et moi, cette formule m'a beaucoup interrogé. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut plus démocratiser la culture, mais démocratiser la parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et du coup, l'enjeu de cette petite dissertation fondée exclusivement sur des citations, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette affirmation. Comment on peut dire aujourd'hui « je suis contre la démocratisation culturelle ». Alors, on pourrait se dire « mais il a tronqué un extrait, tout ça ». Cette formule se retrouve 15 fois. Voilà. Donc j'ai quelques extraits. Elle dit qu'il faut, je cite, « dépasser le terme de démocratisation culturelle cher aux municipalités de gauche », page 59, et condamner l'échec fataliste de la démocratisation culturelle. Ensuite, qu'il faut aller au-delà de la démocratisation culturelle prônée dans les années 60. Alors là, il y a plein de trucs de charabia pur, mais qui prônait l'accès des grandes œuvres culturelles pour le plus grand nombre. Voilà. Donc il faut en finir avec cette conception-là, d'essayer d'amener ce qui nous semble être les meilleurs films vers le plus grand nombre de spectateurs. Comment on peut écrire ça aujourd'hui? Comment cette personne peut être choisie par Dominique Vonnet pour diriger l'un des plus grands cinémas publics art et essai d'Europe? Moi, il faut m'expliquer. C'est le fil rouge de ces lectures. Quand on dans le mémoire, elle explique un petit peu. Elle dit par exemple, ne cherchons plus à inculquer la bonne culture. Au moins c'est clair. Et alors quand on cherche un peu, est-ce qu'il y a, je sais pas, un arrière-plan, des racines, voire un maître à penser, on pense tous évidemment qu'elle a dû lire Jacques Rancière. Non. Alors que c'est vraiment le grand penseur de cette remise en cause d'une hiérarchie des savoirs. Il n'est pas cité une seule fois. Notamment le maître et l'ignorant qui serait l'œuvre majeure pour créer un rapport dialectique avec cette réflexion. Non, son maître à penser, c'est sa supérieure hiérarchique administrative à la mairie de Champigny, qui s'appelle... non, c'est horrible. Danielle Bellini, voilà. Grande philosophe et directrice des affaires culturelles de Champigny, qui dit par exemple, donc là, pour expliquer définitivement pourquoi il faut en finir avec la démocratisation culturelle, derrière le projet de démocratisation, qui est donc devenu péjoratif, il y a bien l'idée que les gens sont des ignorants et qu'il faut que nous les rendions savants, mais ce système, je le considère personnellement comme abrutissant et hyper élitiste. Voilà, le mot est lâché. Ça nous rappelle des déclarations d'une certaine maire d'une ville proche qui qualifiait le Méliès de cinéma élitiste et pour les bobos dans les colonnes du Monde. Du coup, évidemment, on se dit, bon alors, à quel public doit s'adresser le cinéma? Puisque c'est pas l'élite, tout ça, c'est pas le savoir, c'est pas la culture. Et donc, Nathalie Ocar a cet enchaînement qui, moi, me fait rire depuis 48 heures.
Donc c'est page 61-62, pardon, je ne peux pas m'empêcher. L'autre axe d'importance, je cite, sur lequel s'attarde la politique culturelle, va de pair avec la volonté de s'adresser prioritairement au non-public. Alors ça, c'est déjà en soi génial. Voilà, donc on voit bien ce vers quoi va être tourné. En ce moment, il y a beaucoup de non-public au Méliès, d'ailleurs. Peut-être que les 40 000 entrées manquantes sont là. Voilà. Ils ont vraiment développé le non-public. Mais il y a encore mieux. Donc, dans la page suivante, puisque la priorité est fixée de s'adresser au non-public, une étude sociologique menée en 1999 par l'agence Tertius 109 montre qu'à Champigny, il n'existe finalement pas de non-public. Donc la finalité, l'axe principal de la politique culturelle, c'est de s'adresser au non-public qui n'existe pas. Voilà, comme ça, l'enjeu est très très clair. Enfin, voilà, une fois qu'on pose que c'est vraiment ça l'enjeu, on se dit, ok, il n'y a plus qu'à ne rien faire. Et c'est précisément l'impression que donne ce mémoire sur les pratiques anciennes de notre nouvelle directrice. Voilà. Et là, elle a décrit son travail. Et c'est fascinant. Là encore, on se dit, mais comment a-t-elle pu être choisie? Il y a la réponse après, vous inquiétez pas. Elle explique qu'elle travaille depuis 9 ans dans cette salle et que finalement, progressivement, elle ne travaillait plus dans la salle, mais aux affaires culturelles, à la direction des affaires culturelles. Elle s'occupait, attention, accrochez-vous, d'une séance art et essai public par semaine. Bon, pour le non-public, donc. Et cette séance avait été baptisée, et c'est évidemment pas du tout un hasard, le club du spectateur expert. C'est pas des blagues, on dirait de la science-fiction, mais... Non, c'est vraiment vrai, quoi. Et évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est la remise en cause de la démocratisation culturelle et de l'idée même d'expertise. Ce qui ça résonne très fortement avec la démagogie municipale. Ensuite, il y a tout un passage où elle va développer, à l'égal du travail de la Cinémathèque et de grandes institutions, le travail de la séance unique art et essai de Champigny. C'est pareil, quoi. Enfin, vous voyez. Et donc, il y a un incroyable plaidoyer pro-domo pour dire que c'est magnifique, formidable, que ça atteint tous les objectifs de la ville, machin. Et puis, page 67, il y a les chiffres de la fréquentation. Et là, elle n'aurait pas dû. Non, mais vraiment, c'est... Alors, je cite, la fréquentation des films recommandés art et essai est en moyenne 19 spectateurs par séance. Non, mais... Pour ce qui est de la séance j'arrive pas à retenir, du club du spectateur expert, nous avons atteint, s'extasie-t-elle, jusqu'à 66 spectateurs pour Les Rêves dansants sur Pinaboche, et La Pielle qui habite d'Almodovar, et 96 pour Police. Là, on a envie d'applaudir, quoi. Enfin, je veux dire, là, nous aussi, on est frappés par l'extase, tout ça, voilà. On n'a pas eu le temps de rechercher les entrées sur ces mêmes films au Méliès. Ça se compte simplement avec des 0,2, 0 de plus en moyenne, quand c'est pas 3. Enfin, non, mais c'est dément de nommer à la tête du Méliès quelqu'un qui se vante d'avoir fait 96 entrées sur Police, qui en a fait 3800 à Montreuil. Voilà. Et en fait, l'ensemble de la liste est à cet unisson. Le nom des gens de Michel Leclerc, 40 entrées. Another de Mike Lee, 27. Au-delà de Clint Eastwood, 27. Pareil. Black Swan, deuxième plus grosse entrée de cette année-là au Méliès, 50 entrées. Poétrie de Lee Chang-dong, 24. Mélancolia, troisième meilleure entrée de l'année au Méliès, 53. Les Contes de l'âge d'or de Moonju, 24. Pourquoi tu pleures, maintenant on sait, 11. 11 entrées. Voilà, donc là on se dit, bon, donc c'est pas la réussite quantitative et économique, budgétaire qui a fait arriver Nathalie Ocar au Méliès. Voilà. Bon, c'est des entrées payantes. Ah oui, peut-être que c'est quasiment ça, et on ne sait pas quel est le nombre d'exos, ouais. Il faudrait... Je suis pas allé vérifier dans quelle salle c'était programmé, parce qu'il y a quand même 5 salles dans ce complexe. Mais du coup, ce qui est fascinant dans ce texte, c'est qu'elle raconte l'histoire de ce lieu. Et ça nous informe de ce que pourrait être l'histoire d'une autre. Et c'est là où on a très peur. Voilà. Donc comme je mettais cette semaine sur Facebook, les entrées actuelles du Méliès commencent à ressembler à celles du Studio 66 à Champigny. Il y a une espèce de modélisation, quoi. Ce qui est dément, c'est qu'elle a quand même été nommée avec comme vocation de trouver des nouveaux publics. Aujourd'hui, elle a perdu les cinéphiles et évidemment pas
conquis le moindre public supplémentaire dans un contexte de crise. Donc il y a une espèce de double faute, pour adopter une métaphore tennistique de rigueur. Donc comment expliquer le choix de cette directrice compte tenu de l'incroyable faiblesse de ses chiffres et de son expérience extraordinairement réduite? C'est logique. C'est logique, oui, c'est sans doute logique. Alors, pour raconter simplement, il y a un passage donc, dans le mémoire où Nathalie Hocquart fait l'éloge de la ville de Champigny, de la privatisation dont a fait l'objet la salle et de l'effondrement qualitatif du cinéma. On peut lui souhaiter. Alors ça, je voulais vous le lire en intégralité parce que ça vous raconte ce qu'elle a traversé et ce qu'elle a couvert. Et sans doute est-ce dans cette formule-là, ce qu'elle a couvert, la raison pour laquelle elle arrive à Montreuil. Je cite, « Depuis 2003, la ville de Champigny s'est fortement impliquée dans la sauvegarde du cinéma du centre-ville. » On est en 2011, hein. Elle écrit « fortement impliquée dans la sauvegarde ». Comment l'a-t-elle sauvegardée? En 2003, la société Pathé, alors gérante du complexe, a alerté la ville sur sa volonté de revendre le bâtiment et de mettre fin à l'activité du cinéma. La municipalité, soucieuse de préserver l'existence de ce cinéma de centre-ville, s'est d'abord impliquée dans le rachat des murs, puis a acquis le fonds de commerce en novembre 2006. À la suite de déboires diverses, pour maintenir l'activité cinématographique dans un centre-ville déjà mis à mal par le manque de commerce et régler ce problème financier de plus en plus préoccupant, la municipalité de Champigny-sur-Marne a pris la décision de revendre le fonds de commerce du Studio 66 à un exploitant ayant suffisamment de motivation et de moyens financiers. Ça s'appelle la privatisation. Le fonds de commerce a donc été vendu, c'est la suite du mémoire, en septembre 2009 à la société Nouvelle Studio 66, appartenant à la famille Lemoine, pour transformer la salle en Mégarama. Nathalie Hocquart a accompagné de la direction des affaires culturelles la privatisation d'un des plus mauvais cinémas de banlieue parisienne. C'est ça la vérité sur le choix de Dominique Voynet. Qu'est-ce qu'elle en dit elle-même sur la dimension qualitative? Elle parle d'un cinéma privé subventionné et elle se félicite de ce choix de la municipalité. Mais elle dit quand même, la ville octroie désormais une subvention annuelle de 150 000 € à l'exploitant privé et la mise à disposition de l'équivalent d'un temps plein et demi pour organiser la gestion et l'animation. Une séance par semaine publique. Voilà donc le modèle tout trouvé et la raison de l'engagement sans doute de Nathalie Hocquart par Dominique Voynet. Cependant, elle voit une limite, Nathalie Hocquart, à ce qu'elle présentait avant comme un bienfait ou un sauvetage. Et là aussi, elle développe l'analyse de la nouvelle programmation du cinéma privé de Champigny. Fascinant. Une des clauses de la... Je cite, hein, c'est toujours son mémoire. Une des clauses de la convention est le maintien du classement ARSC de l'établissement. Embêtant. Ce qui n'est pas forcément compatible avec les exigences de rentabilité du gérant du Studio 66. La programmation proposée aux spectateurs par le programmateur des 50 salles françaises Mégarama est donc variable et, je cite toujours, sans ligne éditoriale clairement définie. Elle oscille entre la programmation intense de blockbusters pendant les vacances scolaires, notamment avec alors la totale disparition des films recommandés à réessai, et l'accumulation de films plus exigeants dès lors que la menace de ne pas obtenir de pourcentage de films recommandés pour obtenir le classement se fait plus pressante. Voilà, c'est ça qu'elle a accompagné pendant 2 ans et demi à Champigny. C'est elle qu'on a choisie pour diriger le Méliès. On n'en est même pas le compte du scandale culturel que c'est. Voilà donc contre quoi nous luttons, contre ce type de projet-là. C'est l'histoire exemplaire de la nouvelle direction du Nouveau Méliès, choisie personnellement en entretien privé par Dominique Voynet. Elle présente du coup comme un garde-fou la séance unique à réessai qu'elle anime, et là aussi ce qu'elle en dit est fascinant. D'abord, elle explique le but de cette séance, et là, accrochez-vous, parce qu'on a une espèce de, je sais pas, de hiérarchie des termes, tout ça, enfin de science du langage qui fait qu'il y a des choses qu'on dit ou pas. Voilà. Le but de cette séance à réessai hebdomadaire, c'est, je cite, faire passer une bonne soirée de simples consommateurs de films. Nathalie Hocquart, nouvelle directrice du Méliès de Montreuil. Faire passer une bonne soirée de simples consommateurs de films. Et là, il y a un truc qui, moi, m'outre absolument, et je pense que les cinéastes qui sont dans la salle vont être tout aussi outrés que moi. Elle explique comment fonctionne ou doit fonctionner la programmation. Et là, on tombe de très haut.
quand on sait comment ça fonctionnait avant, dans un rapport collectif, dialectique, dialogique. Elle explique ceci. Lors de la mise en place de cette séance hebdomadaire, qui a été rebaptisée après Mon Jeudi Cinéma, oui, c'est pas mieux. Oui. Le club du spectateur expert devient Mon Jeudi Cinéma. Je comprends pas que les journaux n'en aient pas parlé, c'était quand même important. Donc, les spectateurs des premiers films proposés en ont trouvé les films, je cite, trop tristes, trop pesants sur le plan psychologique, et ont réclamé des films plus légers. Attention, conclusion de Nathalie Ocar, nouvelle directrice du Méliès, la programmation a été adaptée à leurs demandes. Ouais. Les films proposés ont été moins glauques. Non, mais c'est horrible. Page 69. Voilà celle qui préside aujourd'hui à la programmation artistique, à la direction du cinéma de Montreuil. À la destruction, dit une membre anonyme de l'équipe du cinéma de Montreuil. Non mais c'est quand même affligeant, affligeant. Donc allons-nous laisser Dominique Voynet supprimer les films tristes, supposés lourds, psychologiquement difficiles de l'arrêt-essai ? Est-ce vraiment cela le projet pour le plus grand cinéma arrêt-essai public de France ? Clairement, pour nous, ça n'est pas notre projet. Voilà. Et moi je pense qu'on a évidemment dans ce type de conneries de quoi renourrir l'énergie de notre mobilisation jusqu'en mars 2014 au moins. Allez, je termine parce qu'il reste 2-3 choses formidables dans ce mémoire. Je vous en recommande la lecture. Je pense que je vais œuvrer pour qu'il soit publié. Parce que... Donc je reviens sur la formule initiale de... il faut démocratiser la parole et non pas la culture. Là. En fait, ça refonde totalement le rapport entre le spectateur et l'équipe de la salle. Et elle explique donc, il n'y a pas l'animateur culturel chargé du débat qui détient le savoir, mais n'importe quel amateur de cinéma désireux de prendre en charge la présentation d'une séance. Donc de même qu'il faut en finir avec la démocratisation culturelle, il faut en finir avec la mise en scène de la diffusion d'un savoir qui, malgré tout, a priori existe quand même un peu, un truc qui s'appelle une compétence. Ce qui est absolument génial, c'est que par ailleurs, elle cite comme meilleur exemple de salle qui prend en compte l'avis des spectateurs et essaye de monter des projets qui les font monter en responsabilité, le Méliès de Montreuil. Non, mais c'est génial, c'est d'un cynisme absolument incroyable. Voilà, et donc elle explique ensuite que son rôle pendant la séance hebdomadaire où elle travaille, là, elle dit... il ne s'agit pas d'imposer un savoir, des connaissances, des trucs insupportables, quoi. Sur l'analyse de films, vous voyez, le truc lourd, quoi. Enfin, mais de ne se poser qu'en médiateur ou passeur de parole. Moi, j'appelle ça un passeur de micro. Voilà. Non, mais c'est un vrai projet, quoi. Et j'imagine à quel point le fait de prendre la place d'un universitaire est source de jouissance. Voyez, parce que là, du coup, l'expert est remis à sa place, quoi, voyez, et qu'on puisse enfin dire aux gens, prenez la parole, faites comme si c'était chez vous, tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'elle explique quand même que, du coup, elle a voulu emmener des spectateurs en séance, projection presse, pour qu'ils fassent eux-mêmes la programmation et l'animation, et ils sont pas venus. Voilà, et donc ce mémoire se termine par l'éloge du Méliès, qui avait l'air de l'intéresser beaucoup. Et il y a 2-3 choses vraiment drôles. Il y a des trucs où elle n'a rien compris, tout ça, sur l'histoire, mais il y a par exemple mention de Rancard au Méliès. Et je vais vous annoncer comment et pourquoi Rancard au Méliès s'est créé. Et là aussi, il faut s'accrocher au banc. Parce que quand on pense à la situation aujourd'hui, citation, « Il s'agissait de défendre les enjeux d'un cinéma indépendant contre la menace d'une emprise un peu trop forte de la municipalité gérée par le maire. » Pardon, j'ai arrêté la phrase. Le maire communiste de l'époque, Jean-Pierre Brard. Et ensuite, ça finit quand même par un éloge de la direction. Ah non, j'adore. Ça s'appelle la politique du coucou, vous voyez. Et vous attendez qu'il finisse le nid, puis après vous vous y logez. Cela n'a pas été utile.
Le cinéma, avec à sa tête Stéphane Goudet, a toujours conservé non seulement l'indépendance de sa programmation, mais également développé une telle quantité d'animation qu'il fait aujourd'hui figure d'exemple dans le domaine... Non, c'est dommage, d'exemple dans le domaine de l'exploitation municipale. Merci Nathalie Ocard. Ah ouais. Et attention, elle pointe quand même un problème. Et on tient à remercier chaleureusement Nathalie Ocard et Dominique Voynet d'avoir réglé ce problème. Ce sera la dernière citation, c'est page 87. Le Méliès se retrouve peut-être finalement victime de la qualité de la programmation et des interventions de son directeur. Merci de votre attention. Merci Stéphane de nous avoir fait passer un agréable moment alors qu'on voyait un avenir sombre au cinéma indépendant, voilà. Et toi tu nous as enfin amené une touche de bonne humeur. C'est pas que glauque la vie à Montreuil, il y a aussi des bons moments. Et si c'était pas si triste on pourrait en rire, mais on a presque envie d'en pleurer quoi. Bonjour. Donc moi je suis membre du séisme. Donc on va vous lire une lettre ouverte qu'on a rédigée, qu'on adresse à Madame Voynet. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que nous invitons à une AG au Méliès le 29 juin à 14 h, à la première séance de l'après-midi. Il s'agit d'y être nombreux et d'y rester pour finir l'année en beauté, parce qu'il n'est pas question de ne plus résister. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, qu'on soit nombreux et qu'on reste au Méliès tout le temps qu'il nous faudra. Voilà, je passe la parole à ma camarade Béatrice. Oui, bonjour, je fais également partie du collectif indépendant des spectateurs du Méliès. Et François Fatou et moi-même, Béatrice Navajas, nous avons signé la lettre que nous allons vous présenter. Et nous vous invitons à la signer très largement et à la faire connaître autour de vous si vous êtes convaincus qu'elle présente un intérêt pour nous tous. Et je pense qu'elle présente un intérêt pour nous tous parce que Stéphane vient de nous parler des enjeux économiques et les enjeux sont au-delà des enjeux économiques, c'est un enjeu culturel et c'est très important pour nous tous que ce cinéma reste le cinéma magnifique que nous avions. Donc je donne la parole à François qui va vous présenter les premiers termes de la lettre. En deux mots, on peut peut-être dire comment on envisage la suite. Donc la lettre est rédigée, on s'y est mis à plusieurs, donc... On pense avoir choisi les bons termes. Actuellement, elle est signée par une douzaine de personnes. Elle va vous être envoyée par mail, donnée sous forme papier. Si vous en êtes d'accord, et si vous voulez apposer votre nom à la fin de cette lettre, eh bien, nous allons prendre quelques jours. Le moins de jours possible sera le mieux. Et quand on aura peut-être une centaine de signatures, à ce moment-là, on l'éditera et on la distribuera massivement dans la ville. Donc il faut que vous sachiez que donner sa signature a pour objet qu'elle soit portée à la fin de ce texte et distribuée massivement dans la ville. Ça nous semble être... ça pourra être d'un effet important. Nous n'avons pas souhaité que parmi les signataires se trouvent des élus, pour une raison simple, c'est que les élus se sont déjà exprimés fortement contre, ni par des dirigeants politiques, et donc que ce soit l'affaire des Montreuillois qui souhaitent exprimer leur désaccord avec ce qui s'est produit, en se situant, puisque... Presque tout a déjà été dit, essentiellement sur l'aspect éthique, c'est-à-dire moi je suis Montreuillois, Madame Voynet est notre mandataire provisoire, et il nous paraît tout à fait scandaleux que des accusations publiques qui sont des accusations qui portent sur l'honnêteté des gens, soient portées sans preuve. Ça relève de la diffamation. Les personnes concernées portent plainte. Et nous, Montreuillois, nous considérons que nous devons apporter notre soutien à ces personnes qui sont diffamées. Voilà.
Alors, voilà le texte. Il y a 6 mois, le 3 décembre 2012, vous dénonciez à la justice des détournements de fonds au cinéma Le Méliès. Un rapport administratif était rendu public qui parlait de sommes considérables, 143 000, de drogue, d'argent liquide dans les armoires, de frais injustifiés. Prompt à dénoncer, vous vous êtes retranché jusqu'à ce jour derrière l'enquête policière qui, selon vous, révélerait bien pire. Après ces longs mois, aucune confirmation de ces accusations n'est venue. Les intéressés ont démontré sans être contredits qu'elles sont sans fondement. Ces accusations ne sont donc que des calomnies. Vous avez sali l'honneur de plusieurs salariés. Ils ont été suspendus puis déplacés. L'un d'eux a été licencié. Le motif de son licenciement est un aveu de votre légèreté. Il n'aurait pas dénoncé des défaillances comptables, ce qui signifie qu'elles auraient été commises par des agents d'exécution qui n'ont fait qu'appliquer des ordres. Il n'aurait pas respecté le devoir. Bien, au nom du comité de défense du cinéma Les 39 Marches de Sevran. Je vous apporte son salut. Donc on a fait un comité de défense parce que qui a donc recueilli 1500 signatures de Sevranais, d'élus, de membres de Cinéma 93, parce qu'on avait un cinéma qui était en très mauvais état, qui nécessitait des travaux de sécurité notamment. Et c'est un cinéma qui a été fermé il y a maintenant 1 an, donc pour des travaux la date avait été fixée essentiellement parce qu'il devait y avoir des travaux qui devaient se lancer juste à côté, qui étaient lancés sur un parking de supermarché. Et donc on devait entamer ces travaux de réhabilitation. Pour pouvoir entamer ces travaux de réhabilitation, le cinéma qui était jusqu'ici un cinéma indépendant avait été repris à charge par la municipalité dans un cadre de municipalisation. Et donc depuis 1 an que c'est fermé, on n'a eu aucun travaux qui a été entamé, ni dans le parking qui était à côté, ni dans le cinéma lui-même. Donc pour préciser les choses, effectivement, à l'époque, la majorité municipale, c'est qui va du maire Europe Écologie Les Verts, Stéphane Gatignon, à son adjointe de l'époque, adjointe à la culture, Front de Gauche, Daniel Benet, avait promis une réouverture rapide, avec l'aide financière notamment pour les travaux, de la communauté d'agglomération Terre de France, qui est dirigée par François Assensi. Et ça avait été une promesse qui avait été confirmée par délibération du conseil municipal, adoptée à l'unanimité, pour une réouverture rapide suite aux travaux. Et donc on n'a absolument rien qui a été engagé pour le moment. Alors, tout ça, ça a conduit Malem Labès, directeur du cinéma, et Michel Landron, cofondateur du comité de défense, à envoyer une lettre, donc je vais vous lire un extrait, au maire de Sevran. Et vous verrez que ça va rappeler un certain nombre de propos qui ont été tenus ici. Vous mesurez parfaitement l'enjeu considérable qu'un tel lieu représente, non seulement pour la qualité de services publics rendus aux habitants accessibles à des prix défiant toute concurrence, mais encore parce qu'il symbolise un véritable bastion de résistance, garantissant l'accès à la pluralité des œuvres cinématographiques dans un contexte d'offensive, frontale et nationale, visant la disparition de tous les cinémas indépendants au profit des multiplexes, Gaumont, UGC, MK2, etc. Ces grandes sociétés de production et de distribution privées ne supportent pas l'existence de ce formidable réseau de cinéma indépendants, dont les buts ne sont ni commerciaux ni lucratifs, mais culturels et démocratiques. Elles les accusent d'ailleurs de ne pas respecter les principes de concurrence libre et non faussée en projetant tous les films à moins de 5 € la séance. Ces grands groupes obtiennent malheureusement une aide directe des autorités gouvernementales qui pilotent la réduction des dépenses publiques, importante réduction de la dotation de l'État au CNC, mutualisation par l'intercommunalité, réduction des dotations de l'État aux collectivités territoriales, dont nombreuses sont financièrement asphyxiées. Les activités culturelles sont dans le collimateur et en particulier les cinémas indépendants. Enfin, le projet du gouvernement d'imposer une augmentation de la TVA aux cinémas indépendants serait le coup de grâce s'il voyait le jour. La dernière assemblée générale de l'association Cinéma 93 en avril dernier, à laquelle ont participé des représentants du comité de défense du cinéma Les 39 Marches de Sevran, a lancé un véritable cri d'alarme.
l'accès aux copies des films porteurs, les films commerciaux, attirant le grand public, nécessaire à l'équilibre financier permettant la diffusion de films indépendants moins rentables, entre guillemets, s'avère de plus en plus difficile pour les salles indépendantes. Les distributeurs leur refusent cet accès au profit des multiplexes, dont l'implantation dans le département est en forte croissance, comme par exemple à Tremblay en France ou à Aulnay, juste à côté de Sevran. Soutenir la présence de ces cinémas indépendants, dont les 39 marches, et ici, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, le Méliès, peut seul permettre au cinéma français de conserver une première place dans le monde de la culture cinématographique. 275 films sortis en 2012, un record devant les États-Unis qui demandent l'abandon de l'exception culturelle dans ces négociations de libre-échange avec l'Union européenne. Vous voyez que ce qui est en cause, au-delà de la situation propre à Montreuil, c'est la politique des multiplexes, avec le soutien du gouvernement qui remet en cause toute la diffusion indépendante en France et partant également la production et la réalisation de la formidable richesse, diversité du cinéma français. C'est également ce qui est remis en cause à travers ça, c'est toute l'industrie cinématographique, c'est-à-dire le travail de milliers de techniciens, avec notamment leurs conventions collectives. Alors, à Sevran, nous ne lâcherons rien, et je pense qu'à Montreuil non plus, rien ne sera lâché. Nous obtiendrons la réduction, la réouverture du cinéma de Sevran, nous obtiendrons la réintégration des salariés de Montreuil, j'en suis persuadé. Merci. Écoutez, je pense que maintenant, Stéphane pointait tout à l'heure le risque de privatisation réelle de la salle et son passage à une exploitation autre qu'un cinéma municipal. Je crois qu'il y a aussi d'autres salles qui sont aussi attaquées, comme l'est le cinéma Méliès aujourd'hui. Et je sais qu'il y a le cinéma de Tours. Je vais lui passer la parole parce que je crois que effectivement, ce qui se passe à Montreuil, c'est d'abord un combat local, mais plus largement une attaque contre les salles indépendantes et le cinéma indépendant. Donc, sans plus attendre, je te passe la parole. Merci. Avant de développer un peu différentes choses pour vous resituer à la fois ce que nous sommes, ce qui est différent de votre position, mais vous verrez que l'origine du problème que vous avez est le même pour nous, et que sa conclusion sera de toute façon la même, quelles que soient nos situations et nos statuts complètement différents. D'abord, je tiens à vous remercier tous pour, grâce à Jean-Pierre Thorne, lorsqu'il est venu en janvier à une soirée du CNP au sein des cinémas studios, le Cinéma National Populaire, qui nous a alertés sur ce qui se passait au Méliès et qui a fait que nous nous sommes immédiatement tous sentis solidaires et que du coup, vous avez signé, nombreux Montreuillois et alentours, la pétition des studios, de même que nous avons signé, et vous regarderez tout ce qui vient d'Indre-et-Loire et des environs, nous avons été aussi nombreux à signer votre pétition de soutien. Voilà. Je crois que nous avons à nous en féliciter, non pas de remerciements et de gratitude, mais de solidarité. Car cette solidarité dont il est question, on met en danger en ce moment l'action culturelle par le cinéma et l'éducation populaire par le cinéma. Et c'est ce pourquoi vous vous battez, c'est ce pourquoi les studios se battent. Alors à Tours, depuis 1963... donc nous venons de fêter notre 50 ans et c'est la raison pour laquelle, puisque Bertrand Tavernier n'a pas pu venir, je me permettrai de citer quelques-unes de ses interventions puisqu'il présidait les célébrations du cinquantenaire des studios de Tours et il a fait souvent et à plusieurs reprises allusion au Méliès et je vous citerai les extraits qui vous concernent. Je terminerai par ça. Les studios, c'est donc 50 ans d'existence, une salle entière, cette salle entièrement indépendante. C'est-à-dire que contrairement à vous, nous ne sommes pas soumis au diktat d'une commune, d'une municipalité, d'une région, d'un département. Nous vivons en totale autonomie. Avec cette salle classée RSC et avec le label recherche, avec 25 000 abonnés à nos carnets des studios, j'en laisserai quelques-uns ici tout à l'heure, de même que je laisserai à quelqu'un ici une transcription écrite de l'intervention de Bertrand Tavernier lors des cinquantenaires des studios le 9 mars 63.
Nous avons 19 salariés en CDI. Nous avons 200 correspondants. Ce que nous appelons des correspondants, c'est les gens qui relaient les studios, relaient les carnets et permettent chaque mois de diffuser donc les carnets, les abonnements et de faire venir dans les entreprises, par chaque entreprise, par chaque école, par chaque établissement, relaient l'information, font la promotion des studios, etc. Les studios sont gérés non pas par ces 19 salariés, nous avons un directeur exécutif, mais par 55 membres bénévoles qu'on appelle des membres actifs et qui sont ceux qui font répartis en commission la gestion, je parle trop fort peut-être. La gestion, la programmation, la rédaction des carnets des studios, le travail jeune public, le travail social très important qui est fait et que vous faites aussi, et on voit, là se trouvent aussi des similitudes. Nous sommes en quelque sorte, et nous avons ce dont nous nous passerions bien, que nous ne revendiquons pas en tout cas, mais qui de fait existe, une notoriété, puisque nous serions la salle la plus importante, indépendante, art et essai, entièrement non subventionnée, qui existe en France et sans doute en Europe. On ne recherche pas cette notoriété, on s'en gargarise évidemment pas, sauf que ça nous met dans une position qui, malgré nous, comme nous l'a dit Patrick Brouillet, que vous avez entendu tout à l'heure, comme le disent un peu les différents organismes, je pense aussi à Jean Brodier du GNCR et d'autres, qu'en quelque sorte, on est un peu emblématique. Si on nous flanque par terre, alors que nous sommes entièrement indépendants, ça veut dire que toutes les autres salles qui sont dans cette situation à réessayer, en difficulté, ou mises volontairement, ou indirectement en difficulté, tomberont encore plus facilement. Ce que les grands groupes attendent avec impatience, nous pouvons vous le dire, car nous le vivons en ce moment à Tours. Donc nous avons, par exemple pour 2012, pour vous donner un exemplaire, nous avons projeté, exposé 478 films. Sur ces 478 films, 25 de ces films, 10 porteurs, alors je ne vais pas peut-être rentrer trop dans les détails de ce que sont les films porteurs, moyennement porteurs ou très porteurs, mais c'est ceux qui nous permettent de vivre. Ces 25 films représentent, donc je vais essayer de ne pas me perdre dans les chiffres, mais quand même de vous les donner un petit peu, 29% de nos entrées et surtout 32% de nos recettes. Vu notre pratique tarifaire, c'est-à-dire on a une moyenne annuelle de 4,70 € par entrée. Nous vivons avec ça, mais bien évidemment, comme nous n'avons ni actionnaires ni gros profits à faire, que simplement développer l'action culturelle, donc on les réinvestit systématiquement dans l'action culturelle et dans l'éducation populaire, il est bien évident que dès qu'on dépasse cette limite, dès qu'on abaisse cette limite suffisamment, elle est estimée par Catherine Bailliage de l'Accord à 20%, on tombe dans un seuil qui fait que nous régresserons, que nous disparaîtrons à court terme, c'est-à-dire que les studios qu'on dit partout indéboulonnables, c'est la légende qui passe, en fait sont déboulonnables par le biais économique ou par le biais politique, comme là on est en train de joindre les deux dans notre commune et dans notre environnement. On sait donc que 20% de chute des entrées, c'est la mort des studios. Pas tout de suite, on prendra le temps de mourir, on résistera, mais ça sera très très rapide. Ça sera une affaire de quelques saisons, 2, 3 peut-être. Alors, voilà ce qui se passe, qui est un peu identique à vous. C'est qu'un maire dit de gauche, socialiste en l'occurrence, a pris l'option de faire venir un de ses copains, le groupe d'Avoine Cinéalpes, qui est à peu près le 4e groupe. Jérôme me corrigera, je suis au 4e ou 5e, je ne sais pas exactement. Des grands groupes qui font la distribution. Et cette position, il l'a prise en copinage en disant on ne fera pas de mal au studio. Moyennant quoi, quand on regarde tous les jugements, puisqu'ils ont eu de nombreux procès déjà, on sait que ils ont tellement pillé les films porteurs à réessai, les films moyennement porteurs à réessai, qu'ils ont mis à mal, par un moyen que dénonce et que je vais réserver pour ce que nous a dit aussi Bertrand Tavernier, la mécanique très simpliste qu'ils emploient.
si il a choisi de faire venir, parce qu'en toute légitimité, à la périphérie de Tours, à Tours-Nord, il y a 40 000 habitants, pas de cinéma. On a un projet culturel de pôle de l'image avec musée, avec crèche, avec cinémathèque, avec beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, qui font qu'on a un projet culturel et d'éducation populaire à opposer à ça. Mais ce que veut M. Germain, notre maire et sénateur, dont l'immunité parlementaire pour les différentes casseroles qu'il a en ce moment, si vous avez vu dans la presse, depuis 4 ou 5 jours, le Sénat a refusé de lever son immunité, alors qu'il a d'autres choses graves aussi et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait à tort reprocher à certains au Méliès, mais visiblement, plus on est grand, plus on peut avoir de détournements, de choses diverses comme ça. Sa position est de dire, effectivement, il y a besoin de ça, mais il y a besoin d'un cinéma à Tours-Nord, nous ne le contestons pas, mais ce cinéma à Tours-Nord, il a un très gros inconvénient, c'est que pour lui, il doit être populaire, et que pour lui, populaire n'est pas compatible avec l'éducation populaire, avec l'action culturelle, et donc ça ne pourrait être que les blockbusters et d'autres choses de genre. Or, il estime que les studios, ce qui est très juste, sont parfaitement incapables de programmer de tels films. Donc il refuse absolument qu'on intervienne là. Alors, le point commun, c'est qu'en fait, il va nous détruire par personnes interposées économiquement, qui sont le groupe Cinéalp et le groupe d'Avoine, du groupe d'Avoine, et que simplement par la mécanique d'installer un quatrième site à Tours fait que, je ne sais pas si tout le monde est conscient de ça, parce qu'on parle sans arrêt d'entrée, nous au studio, on a 25 000 abonnés, on n'a pas trop peur de perdre nos adhérents, comme vous ici, visiblement, il y a un public fidèle qui ne vous quittera pas. Simplement, à un moment donné, on va nous empêcher d'avoir accès aux films. Les distributeurs vont manœuvrer de telle sorte, et ils ont commencé à le faire, ils vont manœuvrer de telle sorte qu'ils vont empêcher que les studios aient leurs films, et que par contre ils aillent dans les 2 ou 3 grands groupes qui seraient en site complémentaire. C'est là qu'est l'enjeu purement mécanique de tout ce sur quoi on est en train de se battre. C'est-à-dire qu'on voudrait plus d'entrées, on veut défendre des entrées, on défend une action culturelle. Le problème, ça passe par la pierre d'achoppement de l'accès au film. Et c'est cet accès au film qui est problématique, qui deviendra pour le Méliès, à très court terme aussi, qu'il l'est pour les studios, et qu'il l'est pour toutes les autres salles qui sont dans cette situation. Que ça soit l'Omnia République à Rouen, que ça soit les 400 coups d'Angers, que ça soit le TAP ou bien à Poitiers et le Dietrich, que ça soit le Sémaphore à Nîmes, à Montpellier, je ne me souviens plus, et etc. Partout, c'est la même mécanique qui se met en route. On met en face une concurrence supplémentaire des grands groupes et on nous prive du coup de l'accès aux films. Et du coup, sans ces films plus moyens de passer, comme je vous disais tout à l'heure, pour nous, 478 films, moins les 25 films, ça fait environ 450 films, les 450 autres films qui ne rapportent pas, puisque c'est pas ce qu'on cherche, et même nous coûtent, puisqu'on les passe souvent à perte. Or, c'est ces 25 films qui nous permettent de vivre, qui vous permettront de vivre, qui permettent à tous les cinémas arts et essais qui cherchent, quel que soit leur statut, municipaux ou non indépendants, qui cherchent à défendre la culture, qui empêcheront qu'elle puisse être réalisée sans qu'on touche même à la notion d'entrée. Alors, le combat qu'on mène se passe sur un autre terrain que vous, puisque notre indépendance fait qu'on ne se bat pas directement contre la municipalité. On se bat contre la municipalité pour qu'elle installe ce cinéma qu'elle veut voir installé à Tours-Nord, mais du coup, on ne reste que ce qu'on appelle en tridème, c'est-à-dire que les films à partager ne restent pas non pas entre 4 cinémas, mais entre 3 cinémas comme c'est en ce moment. Donc ça veut dire qu'à Tours-Centre, il y a 2 cinémas, les studios et un CGR Centre, il faut qu'il y en ait un des 2 qui disparaissent. Nous, on veut que ça soit évidemment pas les studios. Voilà. Donc notre combat, il se porte, alors vous c'est plus compliqué en Ile-de-France puisque le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dans lequel il y a des volets
des volets culturels. Et un volet culturel peut être intéressant. Vous, il est régional. Nous, avec un peu plus de chance, il est plus restreint, il est plus local. C'est là-dedans qu'on peut inscrire et qu'on peut s'inscrire toute notre action culturelle, car il y a des volets dans ce SCOT qui prévoient une action culturelle. Et c'est celle que nous visons, nous. Ça doit être un peu plus complexe pour vous. Je n'ai pas eu le temps d'en parler avec les autres ici. Il y a aussi les pôles d'excellence. Vous avez des pôles d'excellence en Ile-de-France, comme nous avons essayé d'en créer. Les pôles d'excellence, c'est des alliances, par exemple, universités et entreprises culturelles, ou entreprises tout court. Il y a les pôles métropolitains. On ne vous en parle pas pour l'instant parce que c'est très gênant par rapport avant ce qui va se passer au municipal. On va attendre les municipales, mais on sait tous que les élus ont dans leur poche, une fois qu'ils auront été élus, la décision de participer à des pôles métropolitains, qui seront des gigantesques groupes, qui seront gérés et qui substitueront petit à petit aux départements et à d'autres structures. Et du coup, il faut s'inscrire là-dedans. Il faut sans arrêt défendre notre volet culturel. Et nous avons, et vous avez encore plus que nous, matière à le faire. Je n'ai pas de leçon à donner, évidemment. Simplement, notre expérience, nous, à notre échelle, je ne sais pas comment elle est transposable, mais vous avez là des pistes où très probablement, mais je ne le garantis pas, vous avez des ouvertures et un moyen de lutter contre les petits obros locaux que nous avons les uns et les autres, et que une décentralisation mal comprise a fait éclore et deviennent plus que des obros. Maintenant, c'est des dictatures et veulent soumettre au servage tous les citoyens qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire pour les studios. Est-ce que je vous dis tout de suite ce que Bertrand Tavernier a voulu ? Parce que, alors, je vous laisserai son intervention entière, je l'ai préparée, je vous le laisserai, mais je vais vous dire les extraits, notamment ceux qui vous concernent, plus une petite partie qui illustre très pratiquement comment Tavernier a été impacté, comme on dit dans ce mauvais français maintenant, par ce qui s'est passé pour son film Montpensier, qui nous a développé à Tours. Donc c'était le 9 mars. Et voici comment il a commencé très tôt dans son intervention. Alors, je vous lis juste ces parties-là. Et une salle comme les cinémas studios, il y en a heureusement un certain nombre en France qui, quelquefois, doivent lutter contre les hommes politiques scandaleux comme Dominique Voynet avec le Méliès, dont la dernière péripétie formidable est que la régisseuse qu'elle a virée pour complicité de détournement a été engagée à la mairie de Montreuil au service comptabilité, ce qui prouve la justesse de ce qu'on pouvait lui reprocher. Alors, après ça, il est intervenu et prenez ce qu'il dit au début comme une ironie, puisque tout à la fin, il a complètement retourné les choses, mais il a voulu opposer ce qui se passait au Méliès et à Montreuil, c'était dans la lignée de sa suite, à ce qui se passait à Tours. Mais après, il a montré que c'était exactement la même chose. Ce que j'ai entendu, suite à l'intervention de notre maire, est d'une très grande qualité de part et d'autre, c'est-à-dire de la part des studios et de la part de la municipalité. Et ça me donne un certain espoir. Ce n'est pas du tout, je vais encore être désagréable avec quelqu'un, ce qui se passe à Montreuil par exemple. En fait, il démontre qu'à la fin que Voynet et Germain, c'est exactement le même problème. C'est vrai que plus loin, c'est vrai que la culture rapporte, mais c'est vrai aussi que la culture coûte cher. Et on a souvent envie de le dire à M. Cahuzac, c'était avant que les péripéties que vous connaissez, enfin l'aboutissement. Combien coûte l'absence de culture? On ne peut pas la chiffrer. Mais une des personnes qui déjà l'a dénoncé, c'est quelqu'un qui s'appelait Victor Hugo, qui avait écrit un texte absolument formidable. Il disait « On dépense de l'argent pour éclairer la voie publique, on dépense de l'argent pour éclairer les squares et les places, pourquoi ne dépense-t-on pas d'argent pour éclairer les esprits ?» Le cinéma, c'est une matière d'éclairer les esprits. Et enfin, l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'accès au film. Moi, j'ai souffert avec La princesse de Montpensier des mœurs des multiplexes. Je n'ai jamais pu faire sortir le film au Balzac comme je le désirais. Le Balzac offrait pourtant 8 semaines. Mais si on le mettait au Balzac, UGC, qui le voulait au Georges V, disait « Si vous le mettez au Balzac, on vous annule toutes les salles de la périphérie ». Et Studio Canal s'efface parce qu'ils ont 20 films et qu'il faut qu'ils traitent avec UGC comme ils traitent avec Gaumont. Oui, alors
alors donc en fait je vais aussi noircir un peu le tableau davantage pour vous parler de l'action que nous menons. En fait, nous avons mis en place un manifeste de l'exploitation indépendante il y a quelque temps suite à en fait à une observation de la multiplication des autorisations de multiplex un peu partout en France. On est passé en 10 ans de 1 sur 3 qui était accepté à 2 sur 3 aujourd'hui, même maintenant plus. Et à tel point que, en fait, le fait d'avoir créé ce manifeste, parce que ça a quelques mois, donc le manifeste a été signé par surtout principalement des associations de salles indépendantes, à peu près 550 écrans, représentant 550 écrans, établissements, pardon, 550 établissements. Depuis qu'on a édité ce manifeste, je viens d'apprendre en fait il y a quelques temps qu'il y a une mission que va commanditer le CNC sur justement l'implantation des multiplexes. Mission dirigée par Serge Lagauche, sénateur PS. Donc on voit bien que ça, tout d'un coup, le fait de se mobiliser fait réagir un peu notre instance à tous, là, le CNC. Voilà, alors quelques chiffres pour vous dire un peu les inquiétudes. 10% à peu près des établissements, donc les multiplex, font les 2/3 des entrées en France. Leur voracité étant telle que donc aujourd'hui donc le nombre de multiplex augmente considérablement et évidemment affaiblit considérablement aussi la liberté des salles indépendantes. On l'a dit, vous avez pu l'entendre par quels moyens en fait à travers l'exemple de Tours ou de Sevran, enfin et du Méliès ici, surtout pour Tours parce que c'est justement la concurrence avec les multiplex qui menace cette exploitation-là. En fait, c'est par l'accès aux copies en fait que se fait la véritable concurrence. Et quand on a un grand groupe, comme il a été rappelé, il est très facile de dire au fond, ben voilà, vous petits distributeurs ou distributeurs moyens ou même gros distributeurs, vous n'avez pas donné ce film à cet exploitant indépendant, autrement je le retire de mon circuit. Et donc du coup, les calculs sont vite faits. Et on voit bien là encore les moyens de pression qui vont s'accentuer. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui les salles sont passées en numérique et qu'au fond le numérique tout le monde peut l'avoir. Alors il y a un grand souci majeur qui plane quand même là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait il y a une grande peur au fond que toutes les salles passent le même film. On l'a rappelé aussi tout à l'heure, justement à cause de cette nouvelle technologie, puisqu'au fond avant quand il y avait la pellicule 35 mm, le distributeur pouvait pas en tirer autant qu'il en voulait, ça avait un coût et donc il fallait qu'il réfléchisse à ce qu'on appelait son plan de sortie, c'est-à-dire le nombre de copies qu'il allait mettre sur le marché et où est-ce qu'il allait les mettre. Et donc il choisissait souvent ou, en fonction du film, de les mettre dans les multiplex parce que c'était des films commerciaux, ou les films arrêt essai dans les circuits arrêt essai. Or, maintenant, les multiplex qui vont de plus en plus sur le terrain de l'arrêt essai prennent de plus en plus de copies numériques maintenant sur ces films arrêt essai et du coup fragilisent d'autant donc les salles indépendantes. Troisième chose qui donc est importante à nos yeux et qu'on va essayer de défendre vraiment jusqu'au bout, c'est vraiment cette idée de la diversité au fond et que Tour a aussi expliqué. C'est-à-dire qu'au fond, ces salles indépendantes sont souvent dépendantes économiquement d'un certain nombre de titres arrêt-essai pour pouvoir passer une multitude d'autres films. Et demain aussi, si tout le monde a accès au fond avec le numérique à tous les films, il y a je dirais un effet naturel qui fait que toutes les salles vont vouloir avoir les films les plus rentables assez rapidement, au détriment, au fond, d'une présentation des films dites de la diversité culturelle. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. La grande peur, elle vient pas de nous, en fait, des salles qui ont une éditorialisation forte, qui savent très bien panacher l'arrêt-essai, les films arrêt-essai porteurs et les films recherche plus pointus. Ça vient vraiment des multiplex
qui ont peur, au fond, et c'est pour ça qu'ils commencent à attaquer sur la RSA, ils ont peur, au fond, que les petites salles municipales à côté des grands multiplex puissent avoir le même film et viennent leur rogner des parts de marché. D'où la concurrence de plus en plus féroce qui est en train de se mettre en place et des pressions de plus en plus importantes de la part des grands groupes pour éviter que les petites salles puissent avoir accès au film. Et donc la grande interrogation derrière pour nous, ça va être si aussi, quelque part, on a un accès si facile, comment on va faire pour préserver une diversité culturelle. Et la seule manière, moi c'est pas le bâton, c'est plutôt la carotte, c'est d'essayer d'imaginer comment par des régulations, on puisse favoriser au fond les salles qui font un travail d'intérêt général, culturel général, et qui présente la diversité du cinéma dans leur lieu, et donc les aider par la subvention RSS, c'est-à-dire une aide sélective qui existe depuis longtemps en France, et voilà, et qui je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui aujourd'hui est attribué avec beaucoup quand même de biais économiques, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à donner cette subvention qui est une subvention pour récompenser les salles qui font un vrai effort de présentation des films de la diversité. Ça se tourne de plus en plus à une aide économique pour les salles privées. Donc voilà, donc notre combat il est aussi un petit peu sur ça, c'est-à-dire essayer de préserver tout type de salle indépendante, quelle que soit sa structure, ce que ce soit des salles municipales ou des salles privées ou des salles associatives comme à Tours. Voilà, donc ce manifeste a été diffusé depuis mars. On ne veut pas s'arrêter là. On veut évidemment aller plus loin, et aller plus loin, ça veut dire au fond structurer la résistance au fond des salles de cinéma et préserver quand même un parc de salles unique vraiment important en France et qui permet au fond une vraie diffusion culturelle cinématographique. Et donc la seule manière pour l'instant c'est de se syndiquer, et parce qu'au fond il y a il y a des syndicats, mais les syndicats n'existent pas, enfin ceux qui sont là ne font rien, ne sont véritablement que des coquilles vides, et donc on réfléchit très fortement à créer un syndicat, et on le fait aussi à l'appui d'élus qui ont bien compris aussi, tous les élus ne sont pas aussi obtus que ceux que vous pouvez connaître. Certains élus ont bien compris l'importance de sauvegarder et d'avoir dans leur commune un lieu de diffusion culturelle comme les salles de cinéma. Et donc c'est avec des élus, pour l'instant du Front de gauche, mais on veut essayer aussi de l'élargir, qu'on va réfléchir à essayer de mettre en place un projet de loi pour limiter la casse, c'est-à-dire limiter l'implantation des multiplexes aujourd'hui en France, qui est considérable, qui est à mon avis le premier élément de régulation que devrait avoir le politique. Donc c'est aussi de réaffirmer aussi la nécessité de travailler avec le politique pour pouvoir déterminer une politique culturelle commune. Autrement, si on le fait sans politique, on voit que voilà. Et donc le combat que vous menez, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est un combat purement politique, moi je dirais. C'est-à-dire quel est le projet de cinéma et de culture que vous voulez à Montreuil, qu'est-ce que vous voulez réellement comme ce type de cinéma, et qu'est-ce que vous voulez défendre à travers le nouveau projet. Et voilà. Merci. Je me glisse juste pour faire une remarque suite à ce que vient de dire Jérôme, qui me vient à l'esprit à cause du lieu où nous sommes en fait. Ici on est dans l'école d'Hydro. L'école d'Hydro, pour moi, et peut-être pour certains d'entre vous, c'est l'école où allait mon fils. Et je me dis, voilà, en fait c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas seulement un combat culturel, il me semble que c'est un combat philosophique, de civilisation. Dans quelle cité est-ce qu'on veut vivre? Parce que ça fait une différence en fait. Et je suis sûre que vous la sentez comme moi, ça fait une différence pour nous, dans notre vie, pour nos enfants, si sur la place là, il y a un multiplex, un supermarché, des magasins, et c'est tout, ou s'il y a un cinéma municipal, des magasins, etc., et une école publique. Ça fait une différence parce que on dit
nous tous dans la société, pas seulement dans nos idées, dans nos convictions, on dit il y a une alternative, le marché n'est pas tout puissant, ça n'est pas 100% de la société, il y a une alternative et nous avons la force de la faire vivre et de la développer. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans la cave ou dans le grenier, un petit truc à part, mais c'est quelque chose de vivant, qui a un mouvement, qui grandit et qui éclaire nos vies. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on doit se battre, pas seulement pour préserver la possibilité pour les cinéastes dont je suis de diffuser leurs films, mais pour notre vie à tous, la couleur de notre vie. Ça, c'est très important et je profite de ce petit moment pour le dire. Tout à l'heure, tu parlais que les grands groupes comme MK2 ou GC se battaient contre les cinémas indépendants. Nous en avons eu quand même l'écho en 2007 sur Montreuil, puisque nous avons déjà mené un grand combat à cette époque-là. Combat qui, bon, s'est fini par des tractations secrètes entre Madame Voynet et les représentants, tractations dont la population de Montreuil n'en a jamais eu l'écho, donc on ne sait pas ce qui a été dit, ça a été un secret absolu. Mais voilà, moi quand je veux pas dire les choses, c'est que des fois derrière il se cache quelque chose qui n'est pas toujours bon à dire. Denis Grabouille pour la Société Spectacle. À vrai dire, on m'avait plutôt demandé de parler, de replacer les choses dans le contexte du combat sur l'exception culturelle qui a été évoqué tout à l'heure. Mais bon, effectivement, oui, il y a un combat pour vouloir vivre de nos métiers et bon, ça, on entendra parler. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisque je pense que là où je préfère rebondir sur une chose qui vient d'être dite par Dominique et Jérôme, c'est vraiment sur la question de comment le politique décide face au marché dans ce secteur comme ailleurs, mais prenons ce secteur. Il faut quand même rappeler que si le cinéma français existe d'une façon aussi mondialement reconnue, aussi importante à la fois en nombre et en diversité, c'est parce qu'il y a des gens qui, au sortir de la guerre, dans la foulée du programme du Conseil national de la résistance, ont inventé un système de soutien unique au monde, qui a parfois été copié en partie, par exemple en Corée du Sud, différents pays comme ça, un système qui va dire, si on laisse faire le marché, comme selon une célèbre phrase de René Passet, c'est la libre circulation du renard dans le poulailler. Et donc, il a été inventé un système de soutien qui a été combattu effectivement par les États-Unis à différentes reprises. Et là, on va en vivre un nouvel épisode. On va en vivre un nouvel épisode, mais paradoxalement, ce ne sont pas les États-Unis et le lobby d'Hollywood, la MPPA, qui sont particulièrement demandeurs par rapport à ça. Ce sont particulièrement, déjà dans un premier temps, les représentants de la Commission européenne. Première actualité, c'est que déjà, l'Europe, telle qu'elle est gouvernée actuellement, se refuse à sortir du mandat des négociateurs d'un futur accord de libre-échange entre États-Unis et Europe les questions culturelles. Donc le cinéma, l'audiovisuel et la culture au sens large. Et nous disons, dans la foulée de tout ce qu'il y a eu comme combat sur l'exception culturelle, contre le GATT, l'AMI, à différentes périodes, c'est de dire que la culture n'est pas une marchandise et qu'elle doit être régulée par le politique, comme ça s'est fait depuis la libération, depuis 1945, en France, à travers le système de soutien à la production. Donc effectivement, qui permet de faire exister un certain nombre de films et du coup d'avoir une économie entièrement régulée, bien que ça ne passe pas par les impôts, puisque ce sont des taxes via la billetterie, une mise à contribution des diffuseurs télé, et se pose, troisième étape, la question, la contribution des nouveaux acteurs de diffusion de la culture que sont les plateformes d'Internet, les grands groupes capitalistiques qui, eux, savent très bien, au nom d'un accès gratuit, former un système de captation de la valeur de notre travail à tous. Alors, la question qui se pose actuellement par rapport à l'exception culturelle, c'est vraiment de faire en sorte, et c'est le sens d'une pétition européenne des cinéastes, soutenue par beaucoup d'organisations, dont la mienne en fait partie, mais parce que
On a toujours été à défendre cette question-là depuis fort longtemps. Il faut que l'Europe dise il n'y aura pas de mandat de négociation incluant cette question-là. Il peut y avoir par ailleurs des tas de choses à dire sur la négociation, sur un accord de libre-échange, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, alors dans ce sens-là, tout petit peu d'actualité, une très grande majorité des députés européens, je ne me rappelle plus combien le nombre, mais des deux tiers à peu près, a voté contre pour que justement ce mandat n'inclue pas la négociation autour du cinéma, de l'audiovisuel et de la culture en général. Les différents ministres de la culture avaient tenté d'avoir une minorité de blocage, mais qui est difficile à maintenir. Et maintenant, ce qu'on demande à Hollande, c'est qu'il impose son veto s'il y a une inclusion de ce mandat. Et la Commission européenne, son commissaire, tâche de rassurer un certain nombre de gens en disant mais non mais on le met dedans mais on négociera pas sur cette question-là, on tiendra bon. S'ils veulent pas négocier là-dessus, autant l'exclure. Oui, mais il faut pas nous affaiblir par rapport aux États-Unis. Évidemment, vous pensez bien qu'on n'est pas dupes et on veut qu'on continue à avoir cette sortie du mandat. Tout ce qui se joue derrière, comme l'a dit Dominique, c'est vraiment la question de la définition d'une politique en faveur du cinéma. Ce que nous demandons depuis des années, à l'échelon national par exemple, c'est une réforme, une refonte de l'accès des films au financement. On voit très bien qu'actuellement, il y a une polarisation entre un certain nombre de très gros budgets et de plus en plus de petits budgets qui se retrouvent à vivre dans des ghettos économiques parce qu'ils ne sortent pas en salle ou très peu en salle, qui n'ont pas accès à la télévision et en particulier à la télévision publique qui devrait avoir des obligations beaucoup plus fortes d'aide à la diffusion d'un cinéma plus varié, plus divers. Et évidemment, du coup, on se retrouve à avoir des conflits internes qui font qu'on nous dit si les films ont de plus en plus de mal à se faire et à être de plus en plus mal financés, ceux qui travaillent dessus ne peuvent pas être payés, etc., ou pas payés au tarif là-dessus. D'où les débats qui nous agitent et qui nous opposent parfois sur la convention collective. Mais la véritable question, c'est d'arriver à faire en sorte que nous ayons une redéfinition de la politique du cinéma. De nombreuses organisations le réclament et on est face à des gens qui n'ont pas le courage politique de faire cette rénovation, alors que certains, au sortir d'un pays en ruine, ont été capables de fonder une politique de soutien, une politique qui a créé le CNC. On le demande à juste la faire évoluer, à la faire adapter à l'époque qui doit mettre à contribution les grands acteurs de numérique et qui ne doit surtout pas céder aux diktats du marché et à la discussion sur un accord de libre-échange qui ne fera que disparaître des films, des emplois et tous ceux qui veulent vivre du cinéma, que ce soit dans la production ou dans la diffusion de ceux-ci. Merci beaucoup. Ça montre bien que le brouillon qui va nous être présenté va être un vrai brouillon, ça là-dessus, et que donc le projet culturel, il va falloir qu'on s'y attelle tous ensemble. Et le Rancard-Oméliès souhaite, nous avons été créés il y a 10 ans, non pas pour surveiller le maire ni le directeur de la salle d'ailleurs à l'époque, on a été créés pour défendre le cinéma de qualité art et essai avec ces 3 labels, accessible au plus grand nombre et notamment aux jeunes et à l'ensemble de la population montreuilloise. Et l'objectif de notre création il y a 10 ans est le même aujourd'hui. On souhaite que le futur CISAL soit l'émanation des spectateurs et donc nous on vous propose que ce projet culturel, nous le créions ensemble. Alors j'imagine, j'ose espérer que Madame Voynet va peut-être réunir le Conseil du cinéma au 2e semestre, j'ose espérer, et que peut-être elle nous donnera communication du brouillon. Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est que, je ne sais pas, aujourd'hui on n'aura peut-être pas le temps, mais de se revoir à la rentrée pour voir qu'est-ce qu'on veut ensemble
dans ce nouveau CISAL. Comment on le veut, avec quelle politique de diffusion, quelle population. Parce que oui, je pense qu'aussi il faut qu'on soit ouvert à une population encore plus importante. L'ensemble de la population montreuilloise, avec ses diversités, doit avoir accès au nouveau cinéma. Et nous ne serons jamais trop nombreux de spectateurs dans cette nouvelle salle. Et l'espace culturel, l'espace comment on le voit, il y a aussi un espace, comment ils appelaient ça, un bar, ou voilà, un lieu de détente. Hein? Oui, un lieu de détente. Eh bien, qu'est-ce qu'on y veut? Comment on le voit, cet aspect-là? Qu'est-ce qu'on veut en faire de notre cinéma municipal? Et donc, moi, je pense que on peut peut-être se donner rendez-vous à la rentrée. Déjà, dès le 29, mais vous allez là, tiens, viens t'asseoir. Donc, dès le 29, bon, le séisme va revenir dessus, et à la rentrée, pour que tous ensemble, eh bien, on puisse, face à cette municipalité dont on a bien compris ce qu'elle veut en faire de notre cinéma, lui amener des contre-propositions pour que le futur Méliès soit celui dont on a besoin. Donc, concernant le 29, donc la G qui se tiendra au cinéma Le Méliès à la séance de 14h, on n'a pas encore le titre de film puisque le programme n'est pas sorti, mais il sera annoncé dans le blog qui s'appelle Le Méliès en lutte, catalblog.com. Donc cette AG qu'on fera à l'issue de la projection du film, eh ben, elle servira notamment à se mettre au travail pour réfléchir au projet culturel pour le Méliès. On avait envisagé de commencer à faire des ateliers de réflexion ici, c'est pas possible, on n'a pas assez de temps. Donc le but, le 29, c'est de s'organiser pour la rentrée prochaine. C'est-à-dire que déjà, avant de partir en vacances, on sache quelles seront les thématiques possibles. Certains axes seront un peu débattus pour qu'on ait de la matière et qu'on réfléchisse pour l'été, et que dès septembre, on s'arme, on se regroupe pour s'aguerrir sur le débat à venir, sur le cinéma que nous voulons. Voilà. Je voulais... Alors il y a eu trois cinéastes qui sont venus, et je ne sais pas s'ils sont toujours là, que je voulais saluer. Christian Rouault qui a fait les Lippes et tout Solarzac. Qui est là. Alors Christian, si tu veux parler. Éléonore Fauché, la réalisatrice de Brodeuse. Si elle est là, on serait ravis qu'elle dise un mot. Emmanuel Finkiel, Voyage et je suis. Emmanuel, où est-il? On serait ravis aussi qu'il parle. Merci, c'était très heureux d'être avec vous. Et puis... Et Laurent Cantet qui a parlé tout à l'heure, bien sûr. Tout a été dit. Simplement, moi, je suis très heureux parce que j'avais peur de devenir un peu un baroud d'honneur. Et je vois que c'est le début de quelque chose et que la lutte ne fait que commencer. Donc voilà, allons-y et on va gagner. Merci Christian. Bon, il y a un petit côté pervers certainement à vous donner des bons titres de films juste avant le départ en vacances. Et puis il va falloir que vous alliez les voir ailleurs. Alors les salles, vous allez les chercher tout seul. C'est pas forcément léger, hein, parce que dans le premier exemple de ce qu'on aurait certainement sorti, Hannah Arendt de Margaret Van Trotta, The Place Beyond the Pines de Derek de Science France, Le pouvoir de Patrick Rothman, La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, La Belle Endormie de Marco Bellocchio, Pietà de Kim Ki-duk, Stalker de Park Chan-wook, Spring Breakers d'Harmony Korine. Alors les invités que vous ne verrez pas, Bruno Dumont, Carlos Regadas, Nicolas Philibert, Jérôme Bonnel, Michel Gondry, Asghar Farhadi, Patrick Rothman, Alain Guiraudy, Antonin Perret-Jacot, Philippe Garel, en partenariat avec le Magique Cinéma de Bobigny. Alors du côté des perles, il aurait été fameux de vous montrer La fille du 14 juillet de Antonin Perret-Jacot, Sokuzai, Celle qui voulait oublier de Kiyoshi Kurosawa, Just the Wind
de Vince Filgoff, Casa Nostra de Nathan Nikolovic, Post Tenebras Lux de Carlos Regadas, Alps de Yorgos Lanthimos, Paradis, Espoir et Paradis, Foi de Ulrich Scheid, Les Coquillettes, peut-être léger, de Sophie Le Tourneur, La Sirga de William Vega, La Playa de Juan Andrés Arango, Los Salvajes de Alejandro Fadel, Djeka, enfant de Sarajevo de Aïda Béjic, Une jeunesse amoureuse de François Caillat, Toussera Sumo de Gilles Coulon. Et comme on n'est pas bégueule, disent-ils, ça il faut voir, on aurait participé au cycle Jude Apatow avec la CRIF autour de 40 ans, mode d'emploi, Cloud Atlas des frères Warshawski et Tom Tykwer, Effet secondaire de Steven Soderbergh, Iron Man 3 de Shane Black et même 20 ans d'écart de David Moreau. Voilà. Donc vous avez des sous à dépenser, allez les dépenser là où il faut. On peut peut-être aussi mettre ça sur le blog, hein, si éventuellement vous avez envie. Bon, on finit sur une note très glauque, je le regrette. Non, donc moi je pense que je vous remercie tous et toutes, spectateurs, réalisateurs, personnel du cinéma et tous ceux qui ont pris la parole autour de cette table. Le débat a été à mon avis très riche et très constructif et surtout nous a beaucoup éclairé sur les enjeux communs entre le cinéma municipal et les salles d'exploitation, le cinéma indépendant et les salles d'exploitation. Et je pense que le débat de qualité que nous avons eu aujourd'hui ne va que nous enrichir et nous aider à construire un projet culturel digne de notre ville. Voilà, alors avant de finir, peut-être tu veux dire encore un mot, non ? Non, simplement, je vais vous demander de ramener les chaises et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui vont au Latina et un bon moment pour les autres et à très bientôt. Merci à tous et à très vite. La séance est à 19h30 au Nouveau Latina, donc il faut y aller, qui est juste derrière Beaubourg. C'est quoi le... C'est rue du Temple. C'est rue du Temple, métro Hôtel de Ville.